Des crânes, des plumes, des statuettes et quelques incantations, Adolphe espère soigner une migraine persistante auprès de ce guérisseur traditionnel. Après plusieurs visites infructueuses chez le médecin, il est venu du Bénin pour être traité une bonne fois pour toutes. Je souffre d'une migraine sévère depuis 3 ans. J'ai été soigné dans plusieurs centres de santé à Cotonou, mais le mal persiste et je n'arrive plus à travailler. C'est un ami qui m'a indiqué ce marché des fétiches. Et depuis que je suis soigné par ce guérisseur, je me sens beaucoup mieux. Peau séchée d'animaux, ossements de reptiles, plumes d'oiseaux, tous les ingrédients sont disponibles sur ce marché pour concocter des recettes miracles. Situé dans le centre de Lomé, capitale du Togo, le marché des fétiches regroupe une centaine de guérisseurs proposant des consultations à 3 €. Réputé dans l'Afrique de l'Ouest, tous les maux y sont soignés, de la crise de paludisme à la fièvre typhoïde, en passant par les troubles de l'érection, l'asthme ou la tuberculose. Nous avons la carapace de tortue. Avec ce carapace de tortue, nous traitons avec de certaines herbes. On le met en poudre et ce poudre, c'est mélangé avec de miel et c'est avalé pour l'asthme, ceux qui souffrent de l'asthme. Là, vous serez guéri. Donc nous avons beaucoup de maladies à guérir ici. Un marché insolite qui attire quelques touristes plus par curiosité que pour réellement se faire soigner. Toutefois, les visiteurs sont de moins en moins nombreux depuis l'année dernière. L'épidémie de fièvre Ebola qui a frappé plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest a fait fuir les badauds. Nous avons un peu de déficit à propos de tourisme, par exemple à propos de maladie Ebola, qui a fait qu'il y a moins de visiteurs. À l'approche d'élections locales, un nouveau public afflue. Les hommes politiques sont amateurs de gris-gris ou de talismans pour empocher des voix. Mais les sorts marchent-ils? Les fétiches se gardent bien de le dire. Secret professionnel oblige. Dans les bars et les cafés bondés de Mekele, pas un nuage de fumée à l'horizon. L'an dernier, le Parlement éthiopien a voté une loi interdisant de fumer dans les lieux publics. La ville de Mekele, dans le nord du pays, est la première à l'appliquer. Évidemment, ils n'étaient pas contents, mais ça dépend aussi de comment vous leur dites de ne pas fumer. Je leur dis que ce n'est pas juste à cause de la loi, c'est aussi pour leur santé. Ils réagissent mieux si vous leur dites de cette façon. Depuis janvier, il est interdit de fumer dans les cafés, les restaurants, les écoles et les hôpitaux. Les contrevenants risquent une amende de 50 $, une petite fortune en Éthiopie, où les salaires mensuels excèdent rarement les 100 $. Mekele fait figure d'exception au milieu des autres pays d'Afrique. Le continent avait jusqu'à présent échappé au durcissement des lois anti-tabac mises en place à travers le monde, et de nombreuses entreprises considèrent la région comme un marché à forte croissance dans le domaine. Afrique du Sud mise à part, la consommation de tabac en Afrique a augmenté de près de 70% entre 1990 et 2010, selon la Société américaine du cancer. En se protégeant des cigarettes, on donne de la valeur à notre vie. Il y a des gens, quand ils sont jeunes, ils pensent que fumer une cigarette, c'est tendance. C'est une erreur de jeunesse. Plusieurs autres pays d'Afrique ont mis en place des interdictions de fumer dans les lieux publics, mais ces lois sont rarement appliquées. Alors que le nombre de fumeurs africains devrait encore augmenter de 40% d'ici 2030, beaucoup ici espèrent que Mekele montrera l'exemple. Des échoppes en bois remplies de fruits et légumes, le bétail qui déambule dans les allées étroites, c'est l'affluence sur le marché de Mekele dans la province du Tigré au nord de l'Éthiopie. Tekiagos est vendeur de céréales, aujourd'hui ses affaires sont prospères. Mais il se souvient de ces mêmes allées durant la famine de 1984-85 qui a fait selon les bilans entre 400 000 et 1 million de morts. À cette époque, la situation était vraiment dramatique. Les personnes mouraient dans la rue sans que l'on comprenne pourquoi. La municipalité ramassait les corps et les emmenait en voiture pour les enterrer. Au début des années 80, alors que l'Éthiopie est victime d'une sévère sécheresse, la dictature marxiste de Mengistu Haïl Mariam tente d'affaiblir les rebelles du Nord et entraîne le pays dans une famine sans précédent. Mais 30 ans plus tard, les images d'enfants affamés qui avaient choqué et ému le monde entier sont bien loin. L'Éthiopie a développé un système d'alerte, il repère les zones où une situation d'insécurité alimentaire peut surgir.
Les autorités veillent également à conserver d'importantes réserves de grains, environ 400 000 tonnes à ce jour. L'autosuffisance signifie que nous devons utiliser au mieux les ressources dont nous disposons afin de ne dépendre de personne. Nous avons des terres et une main-d'œuvre qui ne demandent qu'à travailler. D'ambitieux projets d'irrigation dans des villages tels que Abra, Béa permettent à ces sols arides de devenir de précieuses terres arables. Une cinquantaine de réservoirs retiennent les eaux de la saison des pluies. Et les résultats sont impressionnants. Ce système a permis à la production agricole du village d'être multipliée par 4. Grâce à ce projet, nous assurons notre sécurité alimentaire. Ces gens qui ne mangeaient qu'une fois par jour ont désormais 3 repas par jour. Le réservoir va se remplir et verdir les environs, ce qui permettra aux champs du village d'avoir suffisamment d'eau pour être cultivés. Le gouvernement éthiopien espère sortir de la pauvreté et rejoindre les pays à revenus intermédiaires d'ici 2025, un objectif ambitieux. Mais ici, dans la province du Tigré, la végétation a déjà repris ses droits sur le paysage de sable et de pierre. C'est devenu un rituel quotidien. Depuis le début de l'été, Francis mesure presque chaque jour la température et le taux d'oxygène dans ses étangs où grandissent des milliers de poissons. Avec un mercure qui a frôlé les 40 degrés pendant plusieurs semaines, le pisciculteur est inquiet pour sa production. On a perdu à peu près, je disais 45-50 cm, donc on a des profondeurs moyennes qui sont entre 30, autour de 30 cm. Pour cet étang, on est même à 20 cm. Donc on peut avoir des températures qui dépassent les 30 degrés et qui deviennent létales pour le poisson. Pour limiter les dégâts, des aérateurs pour oxygéner l'eau tournent à plein régime. Des étangs déjà envahis par la végétation et devenus des paradis pour les oiseaux prédateurs qui chassent presque à pied sec. Tous les jours, là, en ce moment, il y a des propriétaires qui m'appellent, propriétaires exploitants, et qui constatent de la mortalité. À part aérer, il n'y a pas grand-chose à faire. Pour l'instant, c'est des petites mortalités. Et ce qu'on a peur, c'est qu'ils arrivent un matin et puis que tout soit mort, quoi. Certains étangs ont déjà dû être entièrement vidés afin de sauver les poissons. Une situation jamais vue depuis 1976 et qui tombe plutôt mal pour une filière qui essaye de relancer sa production. On a entamé un petit peu des démarches pour disons, trouver un palliatif peut-être financier ou des aides en cas où cette sécheresse ou cette canicule dure encore fin août et début septembre, parce que là on n'a encore pas passé le pire. Dans cette région dite des 1000 étangs, on attend désormais la pluie comme le messie pour sauver carpes et brochets et l'économie qui dépend d'eux. « 300, 400 et maintenant 500 000. En Allemagne, première destination européenne pour les réfugiés, les prévisions pour 2015 ne cessent d'augmenter. Mais les solutions d'hébergement, elles, ne suffisent plus. Les ministres multiplient les visites dans les centres d'accueil, comme le ministre de l'Intérieur, qui s'est rendu jeudi dans un foyer dans l'est de l'Allemagne pour tenter de rassurer sur la situation. C'est un grand défi qui nous attend et dont nous viendrons à bout. Ce n'est pas infaisable. Environ 2200 demandeurs d'asile vivent temporairement dans ce foyer, le maximum de ses capacités. Des tentes supplémentaires ont dû être installées. Il y a beaucoup de monde ici. C'est difficile, car beaucoup de gens n'ont pas de maison, on vit dans des tentes. C'est difficile. Tentes, conteneurs ou halles gonflables, tous les moyens d'hébergement possibles sont utilisés. La ministre de la Défense, Ursula von der Leyen, a aussi promis de fournir 7000 places supplémentaires en utilisant notamment des casernes de soldats. À Berlin, la situation devient également critique. Pour cette ancienne maison de retraite qui a été reconvertie en centre d'accueil, c'est une véritable gestion de crise. Je sais bien que le nombre de réfugiés qui arrivent à Berlin augmente. Mais nous ne pouvons pas prendre plus de réfugiés, car nous avons une capacité d'hébergement limitée. Plusieurs solutions sont donc à l'étude, un examen plus rapide des demandes d'asile ou encore la stricte limitation des demandes venues des Balkans.
Mais il faut faire vite avant l'hiver lorsque les tentes ne seront plus une solution tenable.